Cette conférence va maintenant être enregistrée. Maxime est là et Raphaël est là Là aussi. aussi. Bonjour, D'accord. bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On va attendre un petit peu. Fabienne, c'est Fabienne qui est en ligne avec nous? Non, c'est Pauline. C'est Ah, Pauline. Pauline. Oui. On avait combien de préinscrits? J'avais pas la liste, j'ai pas eu le retour des préinscriptions. Je peux me Moi, renseigner si vous j'ai souhaitez. reçu un tableau, mais c'était Non, mais avant-hier. moi, mon rôle, c'était juste d'ouvrir la salle et D'accord, de d'accord. transmettre la main. Donc, j'ai pas plus d'informations. Mais si vous voulez, je peux me renseigner. Vous pouvez demander, Oui, tout à fait. Je vois ça avec Fabienne et savoir je si reviendrai vers vous. on attend un petit peu ou pas. Ok, pas de souci. Je me renseigne et je reviens vers vous. D'accord, ok, bon, on patiente là, il est 15h04. Donc le timing est assez serré. On va s'arranger pour le respecter et qu'on puisse terminer au plus tard à 15h55, puisque après il y aura les restitutions des ateliers en séance plénière. Donc là, je vois qu'on est déjà une bonne dizaine. Donc, j'espère que vous avez pu, pour certains d'entre vous, aller voir d'autres ateliers. Il y a du travail assez phénoménal qui est réalisé au niveau de la pédagogie là, par nos collègues de médecine ou de pharmacie. Et en odontologie, on doit prendre le train et on doit activer tout ça pour passer en régime TGV parce qu'il y a du boulot. Maxime, c'est toi qui maîtrises ton écran? Normalement, oui. D'accord, oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, dans 2 minutes, 2 minutes, on va démarrer. En tous les cas, merci déjà à Maxime d'avoir accepté de participer activement à ces ateliers UNES. Et merci à Raphaël de contribuer à apporter un éclairage d'un étudiant, troisième cycle étudiant, et en tant qu'interne, donc il va pouvoir nous faire partager ton expérience. Monsieur Bon, Deveau, donc je écoute, viens d'avoir Fabienne. Il y a à peu près oui, 35 inscrits. Ce matin, il y avait 35 inscrits. Donc, je ne sais pas 35, si. Il y a du changement peut-être d'organisation. Voilà, je ne c'était sais les chiffres de ce pas. matin. Bon, écoute, on attend encore 1 minute et puis après on démarre. Ça démarre D'accord? en douceur. En plus, ils pourront raccrocher le wagon. Oui, et puis c'est pas toujours simple de trouver le bon endroit pour cliquer sur le bon lien pour arriver au bon endroit. Mais bon, on finit par y arriver. Et après, il y a une réelle assistance là, de la part de l'équipe de l'UNES qui est assez incroyable. Et c'est très, très appréciable. Bon, écoute, Maxime, je pense qu'on peut y aller. Parfait. Eh bien, Passe la parole. merci Étienne de m'avoir proposé de faire cet atelier. Merci à Raphaël de nous rejoindre également pour donner un autre regard. Alors, Raphaël est ici considéré comme étudiant, mais il termine son cursus et il est plus considéré comme un futur enseignant de notre équipe. Donc, il vous expliquera un petit peu comment les parties problématiques cliniques et comment cet outil que sont les TCS peuvent aider en fait à évaluer certains points de notre enseignement dont on n'avait pas forcément la bonne solution avant. Donc, c'est ce qui va venir vous partager. Alors, on va commencer en douceur en espérant que d'autres personnes nous rejoignent. Voilà. Première chose, en fait, c'est simplement si tout le monde pouvait se connecter avec son téléphone. Enfin, on est 12, alors s'il y avait 6, 7, 8 personnes, histoire de savoir un petit peu qui vous êtes, est-ce que vous connaissez un petit peu des TCS, ça nous permettra derrière d'adapter un petit peu la manière dont on répond. Donc vous allez simplement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur en même temps si vous pouvez, sur le site Coolclap, et vous allez tomber sur une page, et en fait vous avez un bandeau en haut, et vous mettez UNES, TCS, tout accroché, et je vous y attends. C'est histoire déjà de savoir un peu plus qui vous êtes.
Et vous pouvez répondre directement. Il faut créer un compte. Non, non, c'est tout, c'est sans compte, il n'y a rien du tout à créer. Il faut juste aller sur le site WooClap et cliquer sur le bandeau en rajoutant Ines TCS. Et ça prend vraiment 15 secondes. Ah oui, dans le code de l'événement. Voilà. D'accord, ça fonctionne. OK. Donc, on a déjà 6 réponses. Je pense qu'on va... 7, parfait. On va voir les résultats. Alors, en majorité... Alors, Raphaël, j'imagine que tu représentes l'étudiant. Mais sinon, c'est plutôt... Parce que j'avais vu que sur les personnes qui avaient l'air préinscrites, il y avait des ingénieurs pédagogiques. Je crois qu'aujourd'hui, du coup, on n'en a pas du tout. On va passer à la question suivante. Alors, d'où vous venez? Alors, vous avez juste à taper un morceau de texte. Ça peut être une ville, ça peut être une région. Vous défendez vos couleurs. Un septième, parfait. Un huitième. Alors, on a Bordeaux, de la ville. Ok. Question suivante. Pour vous, les TCS, c'est quoi? Alors, essayez de me mettre un mot ou deux ou trois pour essayer de définir pour vous ce que c'est que les TCS, parce que ça me permet de voir un petit peu ce que c'est comme idée et celle qu'on peut développer autour de ça. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, si jamais vous voulez compléter le questionnaire, en fait, il vous suffit simplement d'aller sur le site WooClap et vous avez en haut une grande bannière avec le nom de l'événement et vous rajoutez une TCS. Donc, ça vous permet de participer en temps réel. Donc, la question sur laquelle on était, c'était pour vous, les TCS, c'est quoi? On a 10 réponses. Et ben, on va voir ce que ça donne. Approche de consensus. Un peu dispersé. Mais bon, effectivement, c'est évaluer quand même le raisonnement clinique. Donc, je crois on est pas mal. Et je crois qu'il nous reste une question. Aujourd'hui, vous utilisez les TCS jamais, une fois de temps en temps ou régulièrement? Parce que la plupart du temps, c'est jamais. Donc, ça permet de se dire, c'est peut-être bien de commencer par la base et puis on ira sur le difficile plus tard. Parfait. Eh ben, on est en grande majorité sur du jamais. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire un atelier très simple, très initiatique sur l'utilisation des TCS parce que ça peut être parfois perçu comme difficile. Donc, on va y aller petit à petit. Alors, je retourne à ma présentation. On retourne en plein écran. Donc, maintenant qu'on a fait notre phase d'introduction, l'objectif de l'atelier, c'est donc de comprendre les principes, en gros, des TCS, TCJ, TCP. C'est vraiment le principe d'un atelier où on découvre. Ça reste un atelier, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de diapos, mais ça va aller vite. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, je vais à côté et je n'hésiterai pas à m'arrêter pour vous y répondre, pour répondre à vos questions. Donc, si possible, n'hésitez pas à créer de l'interaction. Comprendre le principe de la formation par concordance, donc c'est déjà le niveau au-dessus, mais je vais essayer de vous donner quelques mots là-dessus. Expliquer la méthodologie de construction et de sélection d'un panel, expliquer la méthode de calcul du score et découvrir quelques outils pour faire des TCS et de la formation par concordance.
Donc simplement pour rappel, les tests de concordance ont été développés il y a quasiment 20 ans par Bernard Charlin à Montréal, qui a depuis développé un outil vraiment abouti, qui est un des outils qui est le plus évalué qui est le plus évalué, c'est-à-dire qu'il y a plus de publications tous les ans sur l'utilisation des tests de concordance que sur l'utilisation des QCM, parce que ça a des valeurs en fait docimologiques qui sont extrêmement fines et qui correspondent vraiment à un haut niveau de formation. Donc c'est pour ça que ça plaît beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est pour ça que vous êtes là ici, c'est un outil qui est exigeant dans sa construction et dans le panel d'experts qu'il faut recruter. Donc, il faut prendre le temps de se l'approprier. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est pas toujours simple et je vais essayer vraiment de vous le synthétiser de manière la plus ludique possible. Alors, pour expliquer un petit peu le principe des TCS, on va partir sur cette histoire. Une histoire toute simple avec un énoncé, un scénario. Donc, vous vous apprêtez à partir en voiture et vous êtes en plein hiver, il neige, votre voiture est garée dans la rue, elle ne démarre pas. Donc ça, c'est une situation qui est censée mimer une situation clinique qu'on peut rencontrer, avec des éléments d'information qu'on a qui ne sont pas complets et une observation clinique ou une situation clinique. Puis ensuite, en tant que conducteur de cette voiture, vous commencez à vous poser des questions et vous avez des hypothèses pour expliquer que cette voiture ne démarre pas. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées, le moteur, la batterie, l'essence, les bougies. Et en fait, quand vous allez réfléchir dans votre tête, de la même manière que quand on va générer un diagnostic clinique, on va faire une réflexion hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller jongler dans notre cerveau avec une succession d'informations pour essayer de dégager quelle est l'hypothèse la plus probable. Donc en fait, on va envisager dès le départ la possibilité de toutes ces hypothèses-là. Et ensuite, on va aller regarder en détail. On va capter de l'information, en fait. Ça peut être de l'information verbale, votre voiture ne va pas vous parler, mais un patient peut vous parler. Ça peut être de l'information avec des examens complémentaires. Ça peut être voir quelque chose. Ça peut être entendre un son. Donc, vous allez capter de l'information et de la même manière que vous allez regarder votre voiture, vous allez progressivement affiner, en fait. Vous allez éteindre certaines hypothèses et en activer d'autres. C'est le principe de la réflexion hypothético-déductive. Et donc, au début, par exemple, la première information va vous dire, bon, bah, c'est peut-être pas la batterie. Puis ensuite, c'est peut-être pas le moteur. Puis ensuite, l'information suivante va vous permettre d'aller jusqu'à l'information qui va vous sembler la plus probable et qui va être, par exemple, ici, l'essence. C'est un scénario purement imaginaire, mais c'est ce que vous faites quand vous faites un diagnostic clinique. Alors, ça s'appelle donc comment s'appelle une construction hypothético-déductive. Et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ça a été analysé par beaucoup de chercheurs et notamment, il y a une théorie qui se veut fonctionner sous la forme de script, en fait, qui décrit un petit peu ce phénomène-là, ce qui explique que finalement, dans notre cerveau, on a tous ces scripts qui sont pré-entraînés en fonction des pathologies, en fonction des informations qu'on va percevoir, et en fait, notre cerveau va venir capter ces informations et activer ou désactiver certains de ces scripts de la même manière que les informations que je vous avais montrées ici viennent allumer ou éteindre certaines des hypothèses que vous aviez au départ. Et ça, c'est pour ça qu'on utilise le terme de test de concordance de script, parce qu'il s'appuie sur la théorie des scripts qui animerait notre réflexion. Le problème, c'est que c'est impossible, j'y vais fort, mais c'est très très difficile d'évaluer finalement cet allumage ou cette éteinte des scripts simultanément, en fait, parce que c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a une dynamique. Donc, et puis surtout, on peut faire des cas cliniques progressifs ou des questions ouvertes avec beaucoup de réflexion, mais par contre, c'est extrêmement difficile à évaluer derrière et à noter pour les enseignants. Donc, c'est peut-être pas impossible, mais c'est très difficile à évaluer. Donc, en fait, l'hypothèse de départ du TCS, c'est se dire, OK, on va partir du principe qu'on ne peut pas tout évaluer en même temps et on va le faire que un par un. On va prendre une seule hypothèse à la fois. Et pour la même hypothèse, on va aller regarder, par exemple, différentes informations. Parce que finalement, pour cette question du moteur, il y a plein d'éléments qui vont faire varier, que peut-être potentiellement, ça peut être le moteur, ça peut pas être le moteur, ou même qu'une information n'a pas d'effet sur le potentiel rôle du moteur dans le fait que la voiture ne démarre pas. Donc, par exemple, ici, je vous ai listé, j'ai une conduite sportive, ma voiture fait du bruit depuis une semaine, mon moteur a plus de 310 km, j'ai révisé ma voiture il y a 15 jours, ou même ma voiture est une Audi. Ça, c'est toutes les informations, par exemple, que vous pouvez avoir dans votre tête à ce moment-là et qui pourraient influencer le fait que ce soit le moteur ou que ce ne soit pas le moteur.
Et donc, en fait, le TCS, il va vraiment s'intéresser à une seule information à la fois. Et là, par exemple, on va partir de l'hypothèse que ça pourrait être le moteur qui fait du bruit depuis une semaine. Et là où le TCS va évaluer quelque chose, il va en fait évaluer l'impact de cette information sur votre hypothèse de départ, qui est le moteur. Donc vous pensiez que c'était le moteur et vous vous souvenez de cette information, vous découvrez cette information, et ben comment est-ce que cette information va venir affirmer ou ne pas infirmer cette hypothèse de départ. Donc en gros, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ou est-ce que peut-être en fait cette information elle ne change rien du tout sur le potentiel rôle du moteur dans ma voiture qui s'allume? Donc pour revenir au TCS, on n'est pas sur quelque chose à 3 points, on est sur quelque chose en général à 5 points. L'hypothèse est pratiquement limitée, éliminée, l'hypothèse est moins probable, aucun effet sur l'hypothèse est plus probable ou elle valide pratiquement que cette hypothèse. Et en général, vous verrez associer des valeurs numériques. C'est le principe de l'échelle de Likert, qui va de -2 à +2 en fonction de comment vous jugez l'impact de cette information sur cette hypothèse donnée-là. Donc en gros, vous allez très souvent voir sur des TCS ce format de vignette, où on va retrouver exactement ce que je vous ai décrit avant, c'est-à-dire un énoncé, un scénario, là par exemple la voiture, une hypothèse que vous allez sélectionner parmi beaucoup d'hypothèses possibles. Ça ne veut pas dire que c'est celle que vous aimez de manière prioritaire, mais c'est juste que vous, en tant qu'enseignant, vous souhaitez voir comment, dans cette hypothèse donnée-là, eh ben, l'information va venir être influencer cette hypothèse-là. C'est vous, en tant qu'enseignant, qui allez essayer de construire ça de manière à trouver les bonnes hypothèses et les bonnes informations pour essayer de voir comment l'étudiant réfléchit par rapport à ça. Et lui va ensuite évaluer avec une échelle de Likert à en général 5 points, mais elle peut être aussi à 4 points. Et vous avez, quand on reprend notre situation de départ, vous avez votre voiture, il neige, elle ne démarre pas, que votre réservoir est vide, vous avez roulé la veille, par exemple, avec le témoin de réserve allumé, et vous allez évaluer l'impact de cette information sur l'hypothèse de départ. Et vous allez vous retrouver l'échelle de Likert qui est en bas. Je crois qu'on peut quand même, avant de passer, donc parce que Raphaël va nous montrer 2 exemples qu'il a développés pour l'odontologie, il me semble que je voulais juste vous partager. On peut, si vous pouvez retourner sur vos claps, la question suivante, c'est justement vous vous apprêtez à partir en voiture, il neige, votre voiture est garée dans la rue, elle ne démarre pas. Et si vous pensiez que votre réservoir est vide et que vous avez roulé la veille avec votre témoin de réserve, ben vous en pensez quoi, vous? Je sais pas combien on est encore. Encore 13. Vous pouvez être une petite dizaine à répondre. 9. Allez, on va enchaîner. Donc si on regarde les résultats, on se rend compte que vous êtes plutôt à vous dire que c'est renforcé ou très renforcé. Ce qui voudrait vraiment dire que vous, en tant qu'enseignant, si vous enseignez cet élément-là, par exemple en mécanique ou quelle que soit la thématique, vous pourriez considérer que quand même vous attendez que les étudiants aillent plutôt dans ce côté-là. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité des gens vont répondre ici et les experts vont répondre ici, et que si un étudiant répond par là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. On va retourner sur le PowerPoint. Et donc, c'est là où Raphaël prend la parole pour nous parler de la manière dont il a développé et pourquoi est-ce qu'il a développé des vignettes de TCS en odontologie. Raphaël. Ouais, je suis là. Bonjour à tous et merci effectivement de me permettre de participer à cette présentation. Tu voulais que, comment tu avais fait juste pour savoir, Maxime, tu passes mes... Ouais, ok, remets peut-être juste avant pour que... oui, donc juste pour expliquer,
effectivement ma participation. Donc c'est vrai que moi je suis en fin d'internat donc aux Hospices civils de Lyon donc en odontologie et durant en fait mes 3 années d'interne j'étais surtout orienté en fait sur une activité d'endodontie sous microscope qui est une activité de recours au sein de la structure. Et c'est vrai que de par cette position, les externes, en fait, ils avaient pas de filtre en fait pour discuter avec moi et m'adresser leurs patients quand ils étaient face à une situation complexe. Et la problématique en fait à laquelle je me suis retrouvé confronté lorsqu'ils m'adressaient leurs patients pour le soin, c'était qu'ils adressaient le patient pour réaliser le geste technique sous microscope sans forcément prendre en compte la globalité des informations cliniques ou même réussir à définir les bonnes indications pour adresser le patient sous microscope. Et ce faisant, en fait, il réduisait la vision du métier de soignant à juste un rôle de technicien avec souvent des raccourcis cliniques, un peu comme un ordinateur. Je vois ça, donc obligatoirement il faut adresser ou obligatoirement il faut faire tel geste technique. Et en discutant avec eux, c'est vrai que j'avais l'impression que cette approche, elle était un peu héritée d'une approche QCM où une réponse, elle est soit fausse, soit elle est bonne, alors qu'en clinique, bah, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas forcément systématiser et que si on veut en fait rester un soignant, si on ne veut pas être remplacé par la technologie, il me semblait important de réussir à former ou en tout cas à trouver une méthode pour être curieux et détecter des éléments cliniques. Alors très brièvement, effectivement, j'ai deux petits TCS que je voulais vous présenter, auxquels j'avais réfléchi. Donc c'est orienté en odontie. Alors aux urgences dentaires, puisque j'avais aussi une activité où j'encadrais des étudiants en urgence dentaire, ce qui ressortait, c'était que fréquemment, par rapport à une hyper-réaction, une forte réaction au test au froid sur une dent, l'étudiant se précipitait sur le diagnostic de pulpite irréversible, donc de rage de dents, et sans forcément prendre le temps d'analyser la situation clinique et de regarder en bouche, ou parfois en regardant en bouche, mais sans remarquer en fait des éléments cliniques qui auraient dû l'alerter. Et je trouvais que les TCS étaient bien appropriés pour ça. Alors par exemple avec ce TCS-là, bah, par rapport à cette démarche systématique d'associer la douleur exacerbée au froid à un diagnostic de pulpite irréversible, eh bien la photo en fait doit interroger ou en tout cas doit amener le doute auprès de l'étudiant. Ça doit l'amener à se poser la question, bah, ok, sur cette image-là, je dois détecter qu'il y a une récession, voir qu'il y a une récession, et donc du coup, ça doit m'interroger sur les causes des symptômes du patient. Est-ce que il y a véritablement une rage de dents associée à une carie, ou est-ce que c'est pas plutôt une hypersensibilité dentaire qui serait la cause de ces symptômes? Et de la même manière, on avait conçu un autre TCS, voilà, juste en dessous. De la même manière, aux urgences dentaires, on avait également souvent des étudiants qui associaient pas de réponse au test de sensibilité, pas de réponse au test au froid, associé à un diagnostic de nécrose pulpaire, et l'étudiant qui se précipite sur la fraise pour tout de suite fraiser la dent parce que dans son schéma en fait de réflexion, il associe systématiquement ces deux informations sans considérer les autres éléments et parfois sans prendre de radio complémentaire. Alors que lorsque une radio est prise, c'est vrai qu'il faut avoir aussi la curiosité de l'analyser. Et donc c'est une analyse, une information à interpréter. Et là, donc sur ce TCS-là, ce qui était intéressant en fait d'analyser, c'était que l'étudiant doit se poser la question, un peu comme Maxime nous présentait par rapport au moteur. Là, il y a plusieurs options possibles. Est-ce que l'absence de réponse est due à une rétraction pulpaire? Donc, on a une recherche sur l'étiologie. Est-ce que c'est la rétraction pulpaire ou est-ce qu'il y a
un crack, une fêlure sous l'amalgame qui a causé une nécrose pulpaire. C'était cette gymnastique intellectuelle qu'il était en fait intéressant d'apporter aux étudiants, et en présentant à deux, trois étudiants, parce que là le panel n'est pas encore constitué, mais en discutant avec deux, trois étudiants, bah, c'est vrai qu'après avoir vu deux, trois TCS avec eux, une fois qu'ils ont acquis cette philosophie, ou une fois qu'ils ont eu cette incertitude un petit peu face à des situations cliniques, bah, ils conservent en fait cette philosophie pour appréhender des cas cliniques. Parfait, Raphaël. Du coup, bah, justement, ça arrive au moment où c'est à vous. Par curiosité, est-ce que ces deux vignettes, par exemple, commencent à inspirer certains d'entre vous? Est-ce que vous auriez des idées de vignettes diagnostiques que vous voudriez partager? On est en atelier, donc l'idée c'est d'échanger aussi. C'est pas toujours facile de créer des vignettes en 15 secondes, mais oui, c'est vraiment bien adapté au diagnostic pulpaire, et surtout, ce qui est intéressant, c'est, comme le dit Raphaël, c'est de remettre tous les tests diagnostiques qu'on utilise en endodontie, ou même dans votre métier en odontologie, et de remettre le test diagnostic d'étudiant face au test diagnostic et face à l'information que le test diagnostic apporte. Parce que souvent, ils réduisent le nombre de tests diagnostiques ou ils automatisent des tests diagnostiques sans vraiment essayer de réfléchir à la pertinence de l'information et comment l'information qui sont venues collecter influence ou pas. Et ce qu'il faut, face à cette information, maintenir un niveau d'incertitude. Comme le disait Raphaël, parfois un test au froid positif va faire des raccourcis intellectuels à certains étudiants qui vont dire ah bah ça y est, c'est une pulpite, alors que pour avoir un bon diagnostic complet d'une pulpite, il faut compléter avec d'autres tests diagnostiques en maintenant un niveau d'incertitude jusqu'à confirmer à la fin l'hypothèse diagnostique. Est-ce que ça donne des idées à d'autres personnes? Maxime, Oui. pour le test, la vignette précédente, là, si on... non, la première, ouais. Si l'étudiant trouve que il manque un élément pour pouvoir donner son appréciation, il doit faire sans cet élément de toute façon. Il faut qu'il fasse Oui. faut qu'il la fasse. En fait, c'est vraiment là ce qu'on juge, c'est l'impact de cette radio pour quelqu'un qui Ouais. pense que ça peut être une pulpite. D'accord. Donc, c'est en ayant une hypothèse diagnostique donnée. Ouais. Vu que le patient a présenté un test au froid positif, la pulpite n'est pas quelque chose d'inimaginable sur cette dent. Et donc, du coup, dans l'hypothèse où on aurait tendance à partir vers une pulpite, face à cette information visuelle, comment est-ce qu'on valide positivement, négativement, ou peut-être qu'une radio pourrait ne pas avoir, enfin une photo ne pourrait ne pas avoir d'effet sur notre idée préconçue de la pulpite. Parce que là, là, on voit, il va voir la photo, il va penser qu'effectivement, il faudrait une radio, et puis on pourrait penser qu'il manque l'âge du patient pour pouvoir mieux apprécier, mais c'est pas cette démarche-là qu'on recherche. Non, c'est pas, on cherche pas à avoir un diagnostic complet. On cherche juste parce que il y a plein de choses il pourrait y avoir si vous pensiez à une surcharge occlusale, par exemple, et que vous voyez cette radio, et ben, photo. Pardon, cette photo, effectivement, bah, on peut se dire que ça vient confirmer peut-être une surcharge occlusale. On cherche à évaluer comment cette information donnée-là impacte cette hypothèse donnée-là. On ne cherche pas à terminer le diagnostic, on ne cherche pas à dire ça ne peut être que ça. On cherche juste dans le panel de choses possibles à évaluer pour une hypothèse donnée l'impact d'une information donnée. L'objectif, c'est de le faire réfléchir. C'est ça. Et d'évaluer si
il y a plutôt tendance à aller vers quelque chose de positif, négatif ou neutre, et de surtout comparer cette tendance que l'étudiant va prendre face à celle du panel. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que pour la question du moteur, en fait, on cherche plutôt à voir vers quelle direction se dirige la majorité du panel, parce que comme vous allez le voir après, là où se dirige la majorité du panel, on attribue le maximum de points. Et puis après, il va y avoir il peut y avoir des experts qui pensent de manière différente, qui vont quand même attribuer quelques points. Et bon, on va enchaîner là-dessus, hein, parce que l'air de rien, il nous reste 20 minutes. Est-ce qu'on peut envisager que ce soit des vignettes progressives qui se succèdent? Ça, c'est plutôt un cas clinique progressif, justement. Là, on est dans les cas, ouais, C'est ça. D'accord. Face à une nouvelle information, comment le raisonnement évolue. D'accord. C'est deux éléments différents, c'est deux outils d'évaluation différents. D'accord. Là, Je te laisse. ouais, mais après, c'est vraiment centré sur le besoin pédagogique. On utilise un outil face à un besoin. Là, l'intérêt, c'est que c'est des besoins, c'est des vignettes très flash, alors qu'un cas clinique progressif, c'est souvent quelque chose de plus long. Voilà, à discuter, hein. Alors, donc on peut avoir plein de TCS différents, des TCS diagnostiques, thérapeutiques, des TCS d'investigation, des TCS pronostiques ou des TCS d'éthique, qu'on appellera plutôt des TCS, des TCJ, des tests de concordance de jugement, et j'essaierai de vous les montrer à la fin. En gros, voilà ce que ça fait. C'est que, par exemple, pour un questionnaire thérapeutique, vous pensez à une option thérapeutique, donc là, c'est des exemples, hein, et que vous trouvez une information, ben, vous allez juger l'effet de la pertinence pour réaliser ce geste suivant. Pareil, vous pouvez avoir des questionnaires d'investigation, et dans ce cas-là, vous allez juger d'une option d'un examen supplémentaire à réaliser, et vous allez évaluer, vous, avec votre échelle de Likert, la nécessité de demander ce test suivant. Et enfin, vous avez sur ces types de questionnaires type diagnostic, là, vous avez une option diagnostique que vous avez en tête, une nouvelle information, et vous évaluez l'effet de cette hypothèse, de l'information sur cette hypothèse donnée-là, grâce à l'échelle de Likert. Donc, c'est des petites déclinaisons du grand principe des tests de concordance de script. L'évaluation, donc pour attribuer le score. En gros, quand vous allez répondre à une question, par exemple, ça peut avoir ce profil de réponse-là. C'est-à-dire, par exemple, face à une question comme la pulpite, par exemple, on peut imaginer que la majorité du panel a répondu la réponse -1, vous en avez 35% qui a répondu 0, et puis vous en avez une petite partie qui a répondu +1. Ça peut être un exemple de vignette TCS. Pour faire le score, en fait, on va regarder. Donc là, en général, ça fait une quinzaine de personnes, puisque 15 est la grande valeur à garder en tête en général pour avoir la taille d'un panel. Donc là, on imagine par exemple qu'il y en a 8 qui ont répondu -1, 5 qui ont répondu 0 et 2 qui ont répondu +1. En fait, on va commencer par prendre la réponse où il y a le maximum d'experts qui ont répondu et on va attribuer la note maximale qui est de 1 sur 1 parce qu'il y a 8 experts sur 8 qui ont répondu. Et ensuite, on va garder ce nombre de 8 et on va faire au prorata. C'est-à-dire que pour la réponse 0, on est à 5 sur 8, donc ça fait 0,625 points. Pareil pour +1, on est à 2 sur 8, donc on a 0,25 points. Et donc, on a l'attribution du score qui se fait pour chaque réponse, pour chaque question, en fonction des réponses des experts. Donc, on va passer comme ça 60 à 80 questions potentiellement sur une évaluation, et on va cumuler ce score et on va le comparer. Ça va nous permettre de vraiment répartir correctement les étudiants. Et donc là, par exemple, on peut se rendre compte que les participants, par exemple des étudiants, peuvent avoir des réponses qui sont complètement différentes. Et par exemple, les étudiants qui auraient répondu -2 ou +2, en fait, ils sont vraiment très éloignés du panel d'experts, puisque personne n'a répondu comme eux, donc ils ont vraiment 0 point. Le principe de rédaction. Donc en général, il faut avoir en tête que le but, c'est pas comme des QCM, il n'y a pas de recherche de piège particulier, mais il faut surtout aussi qu'il n'y ait pas de consensus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une question QCM vrai ou faux. Il faut vraiment que ce soit une question sur laquelle le panel il peut y avoir des tendances, des pratiques professionnelles différentes. En cas d'égalité de score maximum, il y a plusieurs bonnes réponses. En général, c'est assez rare. Il y a toujours une réponse principale qu'on va appeler une réponse modale qui va apporter le score majoritaire. Et ensuite, on va avoir une dispersion qui va se faire progressivement. Donc, c'est assez rare. On peut se retrouver à donner 1 point et 0,80 ou 0,75 à une autre réponse. Mais vous le verrez après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quand même une analyse fine finalement des réponses du panel
on va revenir dessus, qui fait qu'en général, si vous construisez 50 questions, vous allez en général en enlever entre 20 et 50%. Vous êtes plutôt à 30%, 30-35% de questions qui vont être retirées parce qu'elles ne suivent pas les grands standards des TCS et qu'elles vont créer finalement de l'inhomogénéité chez vos experts, mais en même temps potentiellement chez vos étudiants. Donc pas de piège, pas de consensus, souvent un énoncé incomplet, incertain, et tu vois Étienne, c'est vraiment ça, l'idée c'est pas de donner toutes les informations, c'est vraiment l'idée d'en donner partiellement, de créer une situation d'incertitude où on n'a pas tous les éléments, et où on va aller piocher finalement, on va aller évaluer la manière dont cette information donnée-là permet d'influencer l'hypothèse de départ. 15 à 20 vignettes, donc la vignette en général c'est une somme de plusieurs petits items, donc ça veut dire par exemple sur une image de récession, on aurait pu poser d'autres questions. En général, à partir de 15-20 vignettes, on considère qu'on a 2, 3 ou 4 items par vignette, ce qui fait qu'on est en général entre 45 et 60 questions. Donc, ensuite, on va élaborer des hypothèses et des nouvelles informations pertinentes pour chaque question. Chaque question est indépendante, ce qui fait que si par exemple on a une vignette avec plusieurs items à la suite, il faut bien préciser aux personnes du panel, mais également aux étudiants, qu'il n'y a pas de lien entre chacun des items. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'avant on a vu une récession qu'à la suivante, si on pose une question sur l'occlusion, il faut tirer une corrélation entre ah mais il me posait la question est-ce que j'ai pas une surocclusion, mais à l'item d'avant j'ai vu une photo. C'est chaque item est indépendant. Chaque question a vraiment son indépendance. Pas de piège, mais pas de consensus, c'est super important. Si les 15 experts répondent les 15 la même, alors vous pouvez en avoir un de temps en temps, mais globalement il ne faut pas penser comme ça, il faut en avoir de manière majoritaire des questions sur lesquelles vous allez vraiment avoir votre panel qui va se répartir parce que c'est normal. Sur cette question-là, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de décision de l'ARS, personne n'est vraiment certain qu'il y a une seule réponse à donner, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs réponses. Pas d'hypothèse ou d'information commune d'une question à l'autre. Donc, ensuite, il faut bien sélectionner son outil. Là, par exemple, c'est un exemple qu'on peut réaliser sur un Google Drive. On peut avoir des outils sur Moodle aussi qui ont été développés pour ça. Et vous allez également en avoir un qui a été développé pour la plateforme SeedSNG grâce à l'UNES, qui est d'ores et déjà sur le studio, mais je pense qu'il faudrait prendre vraiment un atelier supplémentaire pour apprendre à construire des TCS sur cet outil-là. Valider le panel d'experts. Vous allez envoyer vos premières questions. Vous êtes le créateur de 30, 40 questions, vous allez dans un premier temps l'envoyer à vos experts. Donc en général, vous allez voir 15 à 20 personnes qui sont en général expérimentées, des enseignants, des cliniciens. Vous pouvez même l'envoyer à des praticiens libéraux qui sont reconnus. Le but est d'avoir un panel d'experts qui ait une expertise renommée. Par exemple, au Canada, ils l'utilisent beaucoup et ils se servent vraiment de la renommée du panel pour gagner en attractivité pour une formation. En disant, ben voilà, j'ai l'expert européen sur cette question-là, j'ai l'expert national, et ben du coup, en fait, ils mettent tout le monde dans le panel et comme ça, tout le monde a envie de répondre pour pouvoir se comparer aux experts. En général, donc, on demande un minimum de 15 personnes pour avoir une forte cohérence interne. Donc, mais ça ne sert à rien d'augmenter de manière excessive non plus la taille du panel, puisque en fait, on a un effet de saturation à la fin. Voilà les types de réponses que vous pouvez obtenir. Vous avez la réponse idéale, par exemple, avec une majorité des experts qui répondent, par exemple, plus 2, quelques experts qui répondent plus 1, et puis un expert qu'on va dire qui s'est un peu perdu ou qui pense vraiment différemment des autres et qui se retrouve à donner une réponse à 0. Ça, c'est une réponse idéale. Ça, c'est une réponse unanime, c'est-à-dire c'est par exemple typiquement une question que vous avez pu rajouter et sur laquelle vous attendez uniquement que l'étudiant se positionne sur le -2 parce que c'est pas une question piège, mais c'est une question sur laquelle tout le monde est d'accord, et là, justement, vous l'attendez là-dessus, parce que sinon, il ne peut pas avoir le moindre point. Et typiquement, le type de réponse qu'on déteste, c'est-à-dire tout le monde qui répond sur toutes les réponses, et typiquement, ça, c'est des questions qu'on va enlever au moment où on va optimiser notre questionnaire. Donc, c'est ça, c'est vraiment cette idée qu'on peut être amené à enlever un tiers, minimum, enfin, en moyenne des questions, mais ça peut être un peu plus, tout simplement parce qu'on se rend compte que sur certaines questions, il y a de l'inhomogénéité. Il y a des experts qui ne sont pas d'accord, il y a des experts qui n'ont pas compris la question de la même manière que j'ai pu, par exemple, la construire. Donc, en fait, soit on reformule la question, soit
soit on la supprime. Donc, ensuite, il faut se poser la question, est-ce que c'est en formation, en évaluation? D'un côté, c'est intéressant en évaluation parce que c'est un outil qui a vraiment prouvé sa capacité à séparer les bons étudiants des mauvais étudiants, et c'est typiquement pour ça que l'objectif est de l'intégrer à l'internat de médecine, pour pouvoir discriminer les bons des mauvais étudiants ou même les bons étudiants entre eux. Mais on peut aussi faire de l'évaluation en présentiel, de la formation en présentiel, puisque avec les outils tels que je vous ai montré, on peut faire des TCS et faire répondre les participants en temps réel, et donc faire vraiment une séance de formation. C'est pour ça qu'on appelle plus ça des tests de concordance, mais on appelle ça les formations par concordance, où en temps réel, on va faire afficher 15, 20, 30 TCS, mais dans un moment donné, avec des personnes autour de la salle ou en visio, et on va créer cet instant de formation et d'échange autour de ces vignettes. Présentiel, distanciel, les deux sont possibles. Et ensuite, la question de à quel moment, et c'est vrai que c'est quand même un outil qui est exigeant et c'est difficile d'imaginer le mettre dans les mains d'étudiants de moins de 5e année, 5e, 6e année pour se préparer à l'internat en médecine, ou pour l'odonto, 5e, 6e, et puis les internes, ou la formation continue. En post-test, c'est-à-dire qu'à la fin, quand les étudiants ou les participants ont répondu au questionnaire, la priorité est d'évaluer en fait ce qu'on appelle la cohérence interne. On appelle ça le coefficient d'alpha de Cranbach, et on recherche en général un coefficient d'alpha de Cranbach supérieur à 70 ou 80, ce qui montre vraiment en fait la capacité d'un test à séparer les étudiants. En gros, de ne pas avoir des mauvais étudiants qui ont répondu à une question difficile. En gros, si la question est difficile, seuls les étudiants doués, les mieux classés, doivent avoir répondu. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans le questionnaire. Donc, du TCS au test de concordance de jugement, et je voudrais vous partager cette situation qui est assez parlante. Je vous laisse retourner justement sur l'outil Woodclap. On va y retourner. Donc, vous voyez la situation. En gros, vous êtes à l'hôpital, vous êtes en clinique, et un de vos collègues a des problèmes avec l'alcool, et vous vous rendez compte que ce jour-ci, en clinique, son haleine sans l'alcool. Et on va voir... ah non, c'est pas sur celui-là, pardon. Donc du coup, par exemple, vous allez cette fois évaluer un comportement. Et dans quelle mesure, cette fois, donc ça, c'est plus des tests de concordance dont je vous ai parlé, de script, mais on les appelle les tests de concordance de jugement parce qu'on ne juge plus une information, mais on juge un comportement donné. Donc, si par exemple, face à cette information, que le praticien a une haleine qui sent l'alcool, et vous lui conseillez de le renvoyer, votre collègue, à la maison, comment est-ce que vous évaluez ce comportement? Donc ça va de -2 à +2, sachant que -2 c'est totalement inacceptable, +2 c'est totalement acceptable. C'est un premier comportement. On peut imaginer un autre comportement. Vous abordez votre collègue en lui disant que ce comportement est inapproprié et que vous allez signifier l'incident au directeur. C'est un autre comportement. Comment est-ce que vous jugez ce comportement? Et enfin, vous signalez votre collègue au syndic du collège des médecins. Ce sont des comportements. Donc l'idée, c'est d'évaluer le comportement professionnel. Là, je vous donne simplement des pistes pour aller un peu plus loin si vous voulez, notamment pour créer des tests de concordance de script, si vous voulez faire de la formation par concordance, parce qu'il y a vraiment des bons tutoriels qui ont été développés par Bernard et son équipe pour pouvoir, donc c'est un AMI Guide qui est vraiment bien fait. Là, c'est simplement, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que vous pouvez faire en odontologie avec ces tests de concordance de script, on peut quand même retourner, il me semble qu'il me reste sur WooClap une question à vous poser, et c'est une vignette justement de comportement. Alors, sachant que la question est la suivante. Vous avez une réunion très importante pour le fonctionnement du service qui doit débuter dans 15 minutes. Alors que vous pensiez quitter juste à temps le service et vous rendre à l'heure à la réunion, votre patiente vous demande si elle peut vous parler quelques minutes, et avant son départ, elle se met à pleurer. Et là, vous allez évaluer un comportement. Vous évaluez le premier comportement qui est, vous lui dites que vous avez une réunion et vous devez donc partir. Comment est-ce que vous jugez ce comportement? Pour ceux qui nous auraient rejoints entre-temps, il suffit simplement d'aller sur le site WooClap et de taper sur l'événement UNES
de remplir, en fait, il y a une case vide avec marqué une STCS, enfin, il y a une case vide et il faut le remplir avec une STCS. Et vous pouvez encore y répondre. Donc, on a 5 réponses. Comment est-ce que vous jugez ce comportement? Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui cherchent à répondre. On va afficher les résultats. Donc en gros, vous trouvez plutôt ça pas vraiment acceptable. Mais si on passe à un deuxième comportement, vous l'écoutez pendant quelques minutes avant de lui dire que vous devez partir pour une réunion, mais en précisant que vous allez la rappeler plus tard. Donc là, on est en train de faire de la formation par concordance, sachant que vous pouvez créer tout ce que vous voulez autour de ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une séance d'interaction. Vous pouvez passer derrière 5 à 10 minutes à débriefer avec les étudiants ou les apprenants sur les réponses qu'ils ont données et les comparer par rapport au panel. Cette fois, vous trouvez ça plutôt acceptable ou totalement acceptable, puisqu'on voit que le comportement semble quand même plus adapté. Et la dernière, la patiente vous trouve quelques jours plus tard sur le réseau social Facebook et vous propose de continuer la discussion. Vous acceptez. Comment est-ce que vous jugez ce comportement? Et en général, c'est la question où tout le monde n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que ça donne? Si, il y a plutôt une tendance. Voilà, le questionnaire est terminé et je crois que j'ai terminé ma présentation. Donc Étienne, si tu veux reprendre la main, il nous reste 5 minutes pour discuter. D'accord, très bien. Ouais, bravo Maxime, c'est super, c'est pratique et très clair. Et merci aussi à Raphaël. Moi, je voudrais poser la question à Raphaël. Raphaël, tu n'as pas vécu dans ton cursus ce type d'évaluation. Est-ce que tu penses pouvoir appliquer ça prochainement, rapidement? Est-ce que ça te paraît intéressant? Est-ce que ton approche, tu la vois comment? Bah, c'est vrai que nous, on avait souvent des QCM ou des fois après des questions rédactionnelles, mais par rapport à la vision après qu'on a en clinique, cette vision réponse forcément bonne ou mauvaise, enfin binaire un petit peu, je trouvais ça un petit peu, ça représente pas forcément bien les situations cliniques et il y a jamais de choses qui sont vraiment complètement binaires en clinique. Donc, je trouve que cette approche par TCS, elle a le mérite au moins de donner des tendances et ça pousse à se questionner et à avoir de la curiosité en clinique en fait. Alors après, dans quel, euh, dans quel intervalle de temps on va pouvoir le mettre en place, je pense que ce ne sera pas aussi rapide qu'on le veut comme à chaque fois, mais en tout cas, c'est un bon. Et l'idée, c'est vraiment qu'au travers de l'UNES, on pourrait collectiviser nos travaux, qu'on pourrait collectiviser les experts, et puis on pourrait aider à harmoniser nos pratiques. Et je crois que sans vouloir les lisser, sans vouloir les, c'est vraiment l'idée de pouvoir commencer à discuter de ce qui fait nos différences. Est-ce qu'elles peuvent être complémentaires? Est-ce qu'on peut améliorer nos performances cliniques aussi? Donc c'est surtout que ça permet de mettre à plat des différences sans forcément créer stigmatiser ou créer du conflit. On peut s'en servir comme un outil pour la formation, mais également, je pense, pour la pratique professionnelle. Je pense que cet outil permet de sortir, un peu comme vous le disiez tous les deux, ça permet de sortir des recettes de cuisine. C'est faire marcher la réflexion.
Est-ce que dans l'assistance, il y a des collègues qui ont des questions à poser à nos intervenants, qui veulent partager leur expérience dans leur faculté? Yves? Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, la question que je me pose en fait, c'est, bon, j'ai bien compris la rigueur et la difficulté justement pour élaborer des vignettes cohérentes, constructives, enfin tout ce qu'il faut. Et je me dis que finalement, on a du mal parce que il y a une grande partie de notre exercice, enfin comment dire, le diagnostic n'occupe pas la totalité de notre pratique, ce qui est un petit peu différent de la médecine, enfin du moins, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de diagnostic, mais et qu'on se retrouve assez rapidement, je pense aux cas qui ont été montrés, avec des choses qui sont finalement assez simples, alors autant intéressantes pour des étudiants, je dirais, en début de pratique clinique, mais après, voilà, ma question, c'est quel est le recul qu'on a s'il y a eu des TCS organisés en odonto pour des publics plus avertis. Est-ce qu'on a un recul là-dessus? Et puis, bon, qu'est-ce que vous en pensez d'une façon générale? Alors, pour l'odontologie, c'est vraiment débutant. C'est un outil qui est développé dans toutes les autres disciplines de médecine. Parce que, comme je le disais, il y a plus de recherches sur les valeurs docimologiques autour des TCS en médecine ou en pharma qu'il n'y en a sur les QCM. C'est vraiment que c'est un outil qui suscite énormément d'intérêt. Et l'odontologie, je pense que ça n'est pas lié à notre métier et la spécificité de notre pratique professionnelle, puisque je pense on peut la calquer quasiment à 100% avec la plupart des disciplines médicales. Je pense juste que l'outil n'a jamais diffusé, n'a jamais ruisselé jusqu'à nous. Oui. Donc je pense qu'il y a tout à construire et ça veut dire que dès le début, ça nous garantit de l'originalité. Oui, c'est clair. C'est clair. Reza, tu souhaites intervenir? Ouais, bonjour Étienne, bonjour Maxime, bonjour à tous. Ouais, alors je suis désolé, je n'ai pas pu suivre dès le début, mais j'ai quand même suivi une partie. Alors, les TCS, moi, ça me semble quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous, on l'a expérimenté l'année dernière pour le CSCT, pour une partie du CSCT. Alors, ça nous a semblé très intéressant. Par contre, pour les étudiants, bah, après, on a un peu évalué comme ça pour savoir quel est le sentiment ou l'approche des étudiants, et ça a été un peu plus. Enfin, le ressenti était plutôt négatif. Alors, on sait qu'à partir du moment où on change un peu les modalités, les façons de faire, tout ça, bon, c'est vrai que ça amène parfois une sorte de résistance ou une impression négative. Est-ce que je veux savoir, est-ce que dans la littérature, est-ce que vous en regardez? J'imagine que oui, il y a avoir des études un peu sur le ressenti des personnes qui sont évaluées, les étudiants ou d'autres. Et qu'est-ce qui ressort de ces études-là, si ça existe? Alors, Le ressenti des gens qui ont été évalués par les TCS, de manière générale. c'est une bonne question. C'est pas forcément celle que j'ai l'habitude d'avoir, donc spontanément, j'ai pas un papier qui me saute, qui me vient tout de suite en tête. Mais moi, je me positionne, enfin, mon réflexe à moi, il est de me dire, bon, je suis conscient que la satisfaction de l'étudiant au moment de l'évaluation, c'est important, mais l'outil répond surtout à un besoin, c'est un besoin docimologique de bien séparer les étudiants. Et c'est pour ça que, notamment à l'internat, ils veulent l'utiliser, c'est cette volonté de se dire, si je fais des outils d'évaluation simples, en fait, je vais me retrouver avec un paquet d'étudiants très bons, mais que je n'aurais pas réussi à séparer. Donc, en fait, quand je vais devoir les classer, c'est pas terrible. Donc, effectivement, l'outil est pas très agréable, notamment pour les étudiants qui rament un petit peu sur ces TCS, parce que ça demande une gymnastique, parce que ça demande un entraînement. Mais l'objectif de l'outil est surtout de séparer les étudiants correctement avec avec un vrai outil de force docimologique. Donc effectivement, je ne me suis pas posé la question de comparaison entre les outils d'évaluation. Est-ce que les étudiants préfèrent des QCM face au TCS? Honnêtement, je ne connais pas toute la littérature. Il y a des centaines d'articles sur les TCS. Mais je pense que pour que ça devienne accepté par la communauté des étudiants et des enseignants, ça prendra du temps parce qu'il faut former et parce que derrière, il faut animer régulièrement, il faut que ça rentre dans les pratiques. Je ne sais pas si vous aviez eu des sessions d'entraînement, je ne sais pas si c'était rentré dans vos pratiques avant d'arriver au TCS, mais s'ils subissent les TCS au CSCT sans avoir eu une, deux, trois sessions d'entraînement,
c'est sûr que là, il peut y avoir un rejet dans le sens où c'est bizarre de résumer 5 années de cursus sur un outil d'évaluation qui connaissent à peine. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous aviez utilisé ou comment vous les aviez amenés, comment les aviez préparés au TCS. Alors, on aurait fait en fait juste une séance d'entraînement parce que c'est toujours pareil. Ça prend beaucoup de temps, ça mobilise quand même du monde parce que on a fait aussi, par exemple, on a fait participer plusieurs enseignants pour qu'ils relisent les TCS pour savoir si c'est vraiment, je dirais, les questions posées, est-ce que c'était pertinent, tout ça. Donc, c'est toujours difficile un peu de multiplier les séances. On n'a fait qu'une seule. Mais probablement, on aurait dû en faire plus et peut-être que le ressenti aurait été différent, hein. C'est possible. Et après avoir passé moi l'année à Montréal avec Bernard, donc qui a créé cet outil, lui aujourd'hui justement il essaye de quitter un petit peu ce côté un peu rigide de l'évaluation pour mettre l'accent vraiment dans la formation sur la formation par concordance, la qualité d'échange, de réflexivité qu'on peut avoir et créer chez l'étudiant dans une séance même en distanciel comme celle-là où on va le faire répondre en temps réel, ça ludifie réellement l'activité pédagogique et du coup les étudiants adorent ça, notamment sur les questions de comportement, sur des questions comme ça. C'est quelque chose qui est original et on va au rythme. Il n'y a pas une évaluation forcément à la fin. L'idée, c'est vraiment juste que si l'étudiant s'est posé pendant 1 heure et demie à réfléchir sur les bons comportements, les bonnes attitudes professionnelles, ben, c'est déjà de la formation à part entière et on a derrière un étudiant qui va quand même plus réfléchir sur sa pratique. Donc, il y a vraiment ces deux. Il faut savoir jongler correctement. Il faut savoir le faire rentrer un petit peu dans la culture professionnelle de l'établissement. Mais c'est long, hein, c'est exigeant et ça demande un travail collectif. Oui, c'est vrai. Mais on sait que tous les changements génèrent des levées de boucliers et il faut arriver à les contourner et à emmener les étudiants avec nous. Bon, eh ben, on va s'arrêter là parce qu'il est 16 heures et je vais vous demander de basculer pour ceux qui le peuvent et qui le veulent bien sur les séances plénières, sur la séance plénière. Voilà. En tout cas, merci à tous. À bientôt et Merci. bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.